Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de Opération Reconstruction. Puis aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr Samantha Bizimungu, qui est résidente en dermatologie à l'Université de Montréal. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Donc, juste pour donner un bref aperçu, Dr Bizimungu, avant d'entreprendre sa formation médicale, elle a complété un baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Nouveau-Brunswick, où elle s'était déjà démarquée par son leadership et son engagement communautaire. Elle est passionnée par la dermatologie inclusive et elle s'intéresse particulièrement aux dermatoses des peaux foncées, à la perte de cheveux et aux questions d'équité et de diversité en santé. Donc, on est vraiment ravis de l'accueillir aujourd'hui pour discuter de son parcours qui est très inspirant et de sa vision d'une dermatologie qui est plus humaine et inclusive. Merci encore pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir d'être là et de discuter avec vous. Donc là, tu es rendu en R4, c'est ça? Oui, en 4e année de résidence. OK. Ouais. Puis la kinésiologie, c'est quand même très loin de la dermato, là. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette spécialité? Est-ce que c'était quand même très tôt dans ton parcours ou c'est venu un peu plus tard, là? Donc, vers la dermatologie? Oui. Alors, donc moi, j'ai toujours voulu faire la médecine, tout d'abord. Alors, moi, j'ai fait mon secondaire au Nouveau-Brunswick. Alors, là-bas, on n'a pas de cégep. Alors, après le secondaire, on va à l'université. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un bac en kinésiologie avec l'objectif de rentrer en médecine, vu que c'était comme un domaine quand même connexe parce qu'on travaille avec des patients. Mais pour ce qui est de la médecine, moi, je voulais toujours être pédiatre. Alors, c'est vraiment ça mon rêve. Alors, quand j'ai commencé la médecine, j'ai commencé à faire des journées d'observation à Sainte-Justine dans différentes spécialités de pédiatrie. Alors, j'ai fait des journées comme en gastro-entérologie pédiatrique, en hémato-onco pédiatrique. Et puis, une journée par hasard, j'ai eu l'occasion de faire une journée en dermato-pédiatrique. Et puis, je connaissais vraiment pas du tout la dermatologie. Je pense qu'avant la médecine, j'ignorais vraiment son existence. Alors, c'est vraiment mon premier contact avec la dermato. Mais dès cette première expérience-là, c'est là où j'ai vraiment eu comme mon coup de cœur pour la dermato. Alors, c'était vraiment... ce qui m'a beaucoup frappé, c'était comment, juste en rentrant dans la salle, la plupart des dermatologues pouvaient faire un diagnostic assez rapidement. Donc, souvent, c'était des patients qui venaient ils avaient été référés par peut-être leur médecin de famille, qui avait essayé quelque chose, ça n'avait pas marché. Parfois, ils sont allés à la clinique de sans rendez-vous, où est-ce qu'on avait essayé une différente crème, ça n'avait pas marché. Parfois, ils allaient même jusqu'à l'urgence pour finalement avoir leur référence et venir en dermato. Et puis là, juste en rentrant dans la salle, le dermatologue disait « Ah, ben ça, c'est un purpura adenoction line. » Ou il avait juste comme un diagnostic comme visuel. Alors ça, c'était comme je dirais comme c'était vraiment la première chose qui m'a marquée puis qui m'a attirée par la dermato. Donc, nous, notre prochaine question pour vous, c'est plus par rapport à la spécialité en tant que telle. Okay. Donc, juste, est-ce que ça ressemble à quoi une journée quotidienne pour une résidente en dermatologie? Alors, donc, pendant la résidence en dermato, la plupart de nos stages se font dans un contexte de clinique externe. Alors, que ce soit dans un hôpital même ou bien dans une clinique un peu séparée. Mais donc, c'est des patients qui viennent de l'extérieur, qui viennent pour leur rendez-vous. Donc, généralement, on travaille comme, disons, de 8h30 jusqu'à 5h, 5h30, 6h, généralement. Donc, c'est quand même des heures assez... pour la médecine, ça va. Puis pendant la journée, donc on voit les patients, on les évalue, on discute avec nos patrons de c'est quoi nos impressions diagnostiques. Des fois, on fait quand on n'est pas trop sûr du diagnostic ou bien quand il s'agit plus de lésions comme des cancers de peau, on peut faire des biopsies de la peau, on peut faire des petites chirurgies. Ou d'autres traitements procéduraux comme des injections de cortisone, par exemple. Mais en gros, c'est ça la journée. Donc, on voit des patients. Et puis, environ comme une semaine par mois ou bien aux 2 mois, on fait aussi des gardes. Où est-ce que, donc en dermato, nos gardes sont à domicile. Alors, on est à la maison et puis les médecins des urgences ou bien des étages peuvent nous appeler quand ils ont des patients qui ont différentes conditions sur la peau. Alors, parfois, on a à se déplacer aussi le soir à aller à l'hôpital voir les patients ou bien la fin de semaine. Et puis, sinon, en plus du travail clinique, il y a aussi beaucoup d'études. Je trouve que la dermatologie, c'est une spécialité où on a quand même une grosse charge plus du côté études éducationnelles. Alors, c'est quand même assez fréquent pour nous de passer nos soirs comme en rentrant du travail. On reste devant nos livres jusqu'à comme 21h, 22h. Et puis sinon, donc en plus, donc il y a le côté clinique, études, et puis aussi un côté recherche.
Donc, à l'Université de Montréal, on a des exigences de recherche, donc on doit faire 2 publications comme un journal révisé par les pairs pendant nos 5 ans de résidence, au moins 2 présentations dans des congrès et aussi un projet de résidence qui est comme un projet, comme un grand projet d'envergure que tu entames pendant ta résidence. Alors, tout ça, ça c'est comme le quotidien là, de notre vie en dermato. OK. Puis, tu sais, en tant qu'étudiant en médecine, on voit quand même rarement de la dermato. Là. Je pense que comme dans tout notre parcours, on a à peu près comme 2 cours. Puis à l'externat non plus, c'est pas vraiment quelque chose qu'on touche d'emblée. C'est un peu une faiblesse des étudiants en médecine. Est-ce que tu as trouvé que c'était difficile, le step entre, mettons, l'externat puis la résidence? Parce que, tu sais, la dermato, c'est beaucoup, tu t'envoies, puis à un moment donné, tu te fais aussi une idée. Est-ce que ça, c'était quand même difficile, cette transition-là? Oui, il y a comme une grosse courbe d'apprentissage au début de la résidence parce que c'est ça, comparé à comme, disons, la médecine interne, où est-ce que c'est vraiment dans nos objectifs d'apprentissage. Pendant les études en médecine, on apprend sur les hyponatrémies, sur en tout cas, les insuffisances cardiaques, tout ça. La dermato, c'est vraiment une toute petite portion. Alors, c'est comme si on recommence la médecine ou on recommence l'externat quand on commence notre résidence. Donc, la façon comment on acquiert nos connaissances en dermato, c'est en voyant beaucoup de cas. Donc, c'est vraiment, on essaie de maximiser notre exposition. Puis même ça commence même pendant l'externat, pendant nos stages à option, d'essayer de, quand on finit la clinique, on essaie d'aller voir à l'étage, est-ce qu'il y a d'autres patients à voir. Quand il y a des cas intéressants, souvent, si vous faites des stages de dermato, vous allez voir, on vient toujours chercher tous les autres externes et les résidents pour venir voir des cas intéressants. Alors, c'est ça, on se fait un peu notre banque d'images dans notre tête et puis en même temps, on complémente ça avec l'étude, les lectures. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est comme un grand défi en commençant la résidence. Puis, oui, il y a les cas extrêmes puis tout, mais ça serait quoi, normalement, les pathologies que vous voyez vraiment le plus souvent, que c'est vraiment un truc typique en dermatologie? Alors, donc disons comme le bread and butter, donc ce qu'on voit vraiment tous les jours en dermato, il y a tout ce qui est cancer de peau. Alors, c'est sûr qu'on a une population vieillissante, que plusieurs d'entre eux ont pris dans leur jeunesse beaucoup de soleil. Donc, on sait que le soleil peut causer des dommages au niveau de la peau qui prédisposent au cancer de peau. Alors, c'est peut-être comme un 50% de ce qu'on voit en clinique, c'est des patients avec des cancers de peau qui sont souvent pas graves. Souvent, c'est des cancers qui ne mettent pas comme en danger leur vie, mais qui nécessitent quand même comme une exérèse chirurgicale, donc des basocellulaires, des carcinomes spinocellulaires. Puis sinon, les autres choses qui sont très fréquentes aussi, c'est tout ce qui est dermatose inflammatoire. Alors, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, des conditions quand même très fréquentes chez les jeunes patients et même chez les adultes. Alors, c'est ça. Ça, c'est notre quotidien. Mais quand même régulièrement, il y a toujours une ou deux petites choses plus rares qui viennent toujours nous surprendre. Donc, c'est ça qui est bien, c'est cette variété qu'on a. Puis, est-ce qu'en dermato, il y a des urgences? Est-ce que, comme les gardes, c'est quand même assez occupé ou c'est plutôt rare de ce côté-là? Oui, il y a des urgences en dermato. Elles sont quand même rares, mais ça existe. Disons, l'exemple classique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stevens-Johnson, qui est comme une éruption secondaire à un médicament qui fait en sorte que on va développer des cloches d'eau sur la peau va commencer à décoller, ça peut atteindre les muqueuses, donc la bouche, les yeux, organes génitaux. Donc ça, c'est un exemple assez classique de quelque chose qu'on veut toujours avoir à l'arrière de la tête quand on évalue un patient à l'urgence pour une éruption qui est survenue dans un contexte de prise de médicaments. Donc, il y a des urgences. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, mais je pense que c'est un peu ça l'importance de l'expertise du dermatologue, de pouvoir différencier entre une éruption cutanée qui est bénigne versus quand on voit certains signes de savoir, oh non, ça, c'est un patient qui doit être admis au grand brûlé, qui a besoin d'une biopsie tout de suite, qui doit, disons, arrêter tous ses médicaments, des choses comme ça. Alors, je pense que ça répond un peu à la question. Donc, il y a des urgences, elles sont rares, mais c'est ça l'importance de notre expertise, c'est de venir les déceler. Parfait. Nous, notre podcast, c'est vraiment, on est relié au groupe d'intérêt en médecine reconstructive. Donc, on voulait aussi vous demander comment la dermatologie, elle, s'intègre dans la médecine reconstructive. C'est quoi les genres de procédures que vous faites ou des pathologies qui concernent vraiment plus le domaine de la médecine reconstructive? C'est sûr qu'on travaille souvent comme conjointement avec des autres médecins en médecine reconstructive, que ce soit la plastie, l'ORL. Je pense que la principale raison, c'est pour tout ce qui est cancer de peau. Donc, en dermatologie, on a différentes surspécialités
Et une de ces spécialités-là, c'est la chirurgie de Mohs. Alors, c'est les dermatologues qui ont une spécialité pour pouvoir enlever les cancers de peau dans des zones qui sont plus esthétiquement sensibles. Donc, souvent, on parle au niveau du visage. Donc, ils ont une technique spéciale pour être sûr qu'on a enlevé comme tout le cancer sans enlever de façon inutile les tissus sains. Donc, dans les centres où est-ce qu'on a accès à la chirurgie de Mohs, c'est sûr que c'est eux qui vont resséquer la plupart des cancers de peau au niveau du visage, parfois organes génitaux. Mais dans les centres où est-ce qu'il y a peut-être pas, on n'a pas accès à ce service-là, souvent on travaille conjointement avec des ORL, des plasticiens qui vont faire nos résections et puis les reconstructions, que ce soit des lambeaux, des greffes, etc., pour tout ce qui est cancer de peau. Mais il y a aussi d'autres façons où est-ce que ça peut, on peut avoir une certaine collaboration, par exemple pour la prise en charge des plaies chroniques, des cicatrices, puis aussi comme tout ce qui est côté médecine esthétique, c'est sûr que c'est deux spécialités qui communiquent souvent ensemble, et puis donc il y a beaucoup comme de chevauchement entre les deux. Puis là, tu as parlé d'esthétique. Est-ce que vous en voyez un peu durant votre résidence? Parce que j'imagine que c'est pas quelque chose qui est quand même traité au public, là, à moins que je me trompe. Non, pas vraiment. Non. OK. Mais non, c'est pas traité au public, mais on en voit pendant notre résidence. OK. Donc, ça dépend du programme. Donc, à l'Université de Montréal, nous, on a un stage en médecine esthétique au courant des 5 ans. Je pense que dans certains programmes, ils en ont peut-être plus. Mais donc, ça fait partie du spectre de tout ce qui est la dermatologie. Donc, ça fait partie de ce qu'on doit étudier pour nos examens. Et puis, tu sais, on a quand même une certaine expertise de l'anatomie faciale, la guérison de la peau, tout ce qui est comme biologie de la peau. Alors, c'est sûr que c'est comme, je pense que de façon innée, il y a comme un lien intrinsèque entre la médecine esthétique et la dermatologie. Donc, c'est ça, on fait un stage obligatoire où est-ce qu'on apprend les techniques les plus courantes de médecine esthétique, les injectables, les agents de comblement, les lasers aussi, quand on fait. Les lasers, on en fait parfois à l'hôpital pour des conditions plus médicales. Et puis ceux qui ont un intérêt particulier, ils vont aller faire des formations supplémentaires, donc soit des stages ou bien même des fellowships en médecine esthétique. Tu nous parlais de tes stages durant ta résidence, mais ça ressemble à quoi en général, un bref aperçu d'un résident, donc tout le parcours de R1 à R5, ça ressemble à quoi? OK. Donc, le début de la résidence en dermatologie, c'est un tronc commun. Parce que avant, là, dans le temps, la dermatologie, c'était comme une surspécialité de la médecine interne. Donc, ouais, comme les autres surspécialités, comme la néphrocardio, par exemple. Mais donc, maintenant, c'est juste, donc, tu rentres en dermato, mais tu fais pendant... Ben, à mon époque, c'était 1 an et demi, mais je pense que ça a diminué. Je pense que maintenant, c'est 1 an de différents stages de médecine interne. Donc, il y a la médecine interne générale, on fait la microbio, la rhumato, on fait aussi un peu comme les urgences pédiatriques, la chirurgie plastique. Donc, quand même des spécialités qui sont connexes à la dermato. Puis à partir de notre R2, c'est là où on devient comme, disons, un vrai résident en dermato. On commence à faire des gardes de dermato. La plupart de nos stages sont des stages en clinique externe de dermatologie, mais on fait aussi des stages en chirurgie de Mohs, que j'avais expliqué tantôt. On fait des stages de dermatologie pédiatrique à Sainte-Justine. On fait des stages de dermatopathologie. Ça aussi, c'est une grande partie de notre apprentissage. C'est quand on fait une biopsie, pouvoir bien interpréter le résultat de la biopsie, aussi de savoir, disons, si jamais on avait une lame de pathologie d'une de nos conditions, de pouvoir un peu interpréter la lame, puis mettre en contexte avec les trouvailles cliniques. Alors, c'est ça, surtout la clinique, mais un peu de ces différents aspects-là. Puis, au courant de la formation aussi, on a des évaluations formatives parce que, dans le fond, toute la résidence, c'est pour nous préparer puis nous amener vers la fin où est-ce qu'on a nos gros examens du Collège Royal. Tout au long de notre programme, il y a des examens pour s'assurer qu'on est en train de bien suivre le cheminement. Alors, que ce soit des examens écrits, on a un examen écrit par année et puis on a 2 écosses par année, donc des examens pratiques, là, où est-ce que c'est comme des mises en situation. Alors, c'est un peu ça, en gros, le cheminement. Puis plus on progresse à travers les années, disons, plus les attentes aussi vont progresser, plus on est supposé, disons, comme au tout début, c'est plus la description des lésions, pouvoir bien décrire comme ce que tu vois à l'examen physique. Ensuite, disons plus comme R2, R3, c'est ton diagnostic différentiel.
la prise en charge initiale. Puis en plus, comme quand tu es R4, R5, on s'attend à ce que tu aies comme plus le diagnostic. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi la suite de prise en charge? Donc, c'est vraiment comme une transition. Puis je trouve que ça se fait quand même bien parce que au début, c'est vraiment c'est bien d'acquérir les bases de la description, tout ça, avant de pouvoir progresser vers la prise en charge et tout ça. OK, fait que ça se fait quand même là, par étapes. Ouais. Cool. Ouais. Vous avez quand même des gardes en med interne en R1, c'est ça? Ouais. OK. Ouais, puis on fait le mois de nuit Mon Dieu. avec les résidents de médecine interne. OK. Ouais, pendant la première année, on est comme plus des résidents en médecine interne qu'autre chose, là. Mais c'est quand qu'ils ont décidé de diviser ça, comme de ne pas rentrer en med interne, puis après ça, spécialiser en dermato? C'est quoi le Je sais pas exactement, mais ça fait plusieurs années. Je pense que c'est plus comme à l'époque quand mes patrons étaient résidents, que c'était comme ça. Mais depuis plusieurs années, c'est plus cette partie tronc commun. Mais c'est en train de se raccourcir parce que plus les programmes sont en train de changer vers l'approche par compétences. Alors, ils veulent plus que dès le début, on soit plus exposé à des choses qui sont pertinentes à nous. Par exemple, moi, je faisais le stage de gastro, je faisais un stage de cardio, où est-ce que je gérais l'unité coronarienne, chose que, oui, j'étais formée pour le faire parce que j'ai fait la médecine, mais disons que maintenant, on veut plus, disons, faire des stages qui sont plus connexes à notre vraie spécialité. Donc, ouais. Oh my God. Ouais. OK, fait que c'est quand même intense. C'est pas parce qu'on rentre en dermato qu'on doit tout mettre nos... Non, c'est ça. Et puis même pendant qu'on est en dermato, on garde toujours notre chapeau d'interniste parce que, c'est ça, la dermato a vraiment ses racines dans la médecine interne. On a plusieurs conditions qui sont comme des manifestations de maladies systémiques, comme des maladies auto-immunes. Parfois, on gère des complications de traitement d'immunothérapie, des réactions médicamenteuses. Alors, on garde toujours notre chapeau d'interniste. Donc, c'est pas juste parce qu'on veut rentrer en dermato qu'on laisse le reste de côté. Donc, on essaie de garder tout ce bagage-là. Puis, est-ce qu'il y a quand même, avant d'entrer en résidence, est-ce que tu avais comme des mythes ou genre des idées préconçues, des stéréotypes, puis que quand tu arrives en résidence, c'était comme, oh, c'est pas ce que je croyais de la dermato, mettons? Je pense que de l'extérieur, on peut avoir l'impression que la dermatologie, c'est une spécialité qui n'est pas très médicale, disons, qui traite des conditions que certaines personnes peuvent trouver banales ou bénignes, mais c'est vraiment en faisant ce parcours-là et puis en apprenant, puis en vivant la résidence qu'on voit que c'est quand même une spécialité qui est complexe. Parfois, un petit signe sur la peau, une petite lésion qui pourrait avoir l'air de rien, peut être un signe d'un cancer sous-jacent, par exemple. Donc, c'est vraiment, c'est à travers tout ce parcours de formation qu'on apprend à comme développer cette approche-là pour pouvoir trouver ces petites nuances que peut-être que nos collègues qui ne sont pas en dermatologie, vu qu'ils ne sont pas habitués à examiner la peau, que peut-être qu'ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir aller les déceler. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une partie de la dermato qui est mal comprise. C'est vraiment la complexité et puis le lien vraiment... le lien rapproché avec tout ce qui est maladies systémiques, maladies sous-jacentes. Puis souvent, on reçoit comme des résidents seniors, comme en médecine interne. Puis souvent, ils nous le disent même comme ils sont surpris à quel point la dermato est beaucoup plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Donc, c'est ça, il y a ces mythes-là, mais je pense que tout le monde qui a une vraie expérience en dermato comprend rapidement que c'est beaucoup plus complexe que ce que ça a l'air. Wow. Puis si vous avez un conseil à dire à des étudiants en médecine en ce moment qui seraient intéressés par la dermatologie, par exemple, comment se concentrer dans son parcours pour viser cette spécialité-là, ça serait quoi vos conseils? Alors, j'aurais plusieurs conseils. Ouais. donc, comme à chaque étape, donc, au début, au préclinique, donc c'est sûr que sauf si on a comme des connaissances qui sont dermatologues, c'est dur de savoir un peu la réalité de c'est quoi la pratique de la dermatologie. Donc, c'est bien de faire des journées d'observation, un peu comme ce que j'avais fait. Puis, je sais que c'est pas toujours facile de les avoir, mais s'il y a des moyens, je sais qu'il y a des étudiants qui vont écrire directement à des patrons. Des fois, il y a comme des listes de patrons qui ont dit qu'ils sont ouverts à prendre des étudiants. Mais en tout cas, trouver une façon de pouvoir venir observer puis voir un peu c'est quoi réellement la dermatologie. Donc ça, c'est la première chose pour vraiment comme confirmer votre intérêt.
Ensuite, quand ça vient le temps de l'externat, essayer de faire un stage de 1 mois. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je trouve que le 2 semaines, ça passe tellement vite. Et puis, des fois, dans certains centres, on travaille avec différents patrons. Donc, c'est difficile de voir un peu comme la courbe de progression et puis de vraiment avoir une évaluation qui reflète vraiment tes compétences. Alors, essayer de faire un stage d'1 mois, peu importe le centre où est-ce que c'est, parce que je sais que des fois, ils vont dire que ça doit être dans certains centres, mais je pense que c'est plus la durée qui est importante. Puis ensuite, pendant les stages, donc profiter de chaque occasion pour apprendre, pour voir le maximum de patients qu'on peut voir. Et puis aussi, montrer son intérêt, un intérêt qui est sincère, montrer qu'on est intéressé à lire, à apprendre. Donc, moi, 2 ressources que je recommande souvent, c'est le petit livre Dermatology Essentials. C'est comme la version mini de notre grand livre de Bologna que nous, on apprend pendant la résidence. Alors, ce livre-là, et puis... il y a une plateforme en ligne sur le site web de l'Association américaine de dermatologie. Ils font comme des modules d'apprentissage. Et puis, il y a un module qui est fait pour un stage de 4 semaines où est-ce que ça commence vraiment avec la base, donc décrire des lésions morphologiques, les conditions les plus fréquentes, puis ça va jusqu'à, comme, je pense, la prise en charge. Alors, faire ce module-là, avoir le livre ou bien une autre ressource et puis juste rester curieux, rester motivé, puis être soi-même parce que quand vous êtes externe, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez toute la dermato, mais on s'attend plus à ce que vous faites un effort, qu'on voit que vous êtes intéressé, puis que quand vous serez résident, que vous allez garder cet intérêt-là et puis que vous allez être agréable à travailler avec. Donc, c'est un peu ça. Puis, bien, c'est sûr qu'il y a aussi souvent la question de la recherche, parce que maintenant, les programmes de résidence sont de plus en plus compétitifs. Tous les étudiants font la recherche comme dès le début. Alors, c'est sûr que pour avoir un dossier qui est compétitif, c'est quand même recommandé de s'impliquer dans un projet de recherche. Et puis, ça, il y a différentes façons de s'y prendre. Mais souvent, quand vous faites vos stages avec nous, c'est quand même une bonne opportunité de demander, surtout aux résidents, mais aussi aux patrons. Parce que, comme j'ai dit, nous, les résidents, on fait beaucoup de recherches dans notre cursus. Donc, c'est quand même une façon assez simple de venir trouver comme une occasion de s'impliquer. Alors, mais c'est sûr que oui, la recherche, c'est quelque chose qui est important pour le CARMS et pour votre candidature. Donc, OK. Puis est-ce qu'il y a quand même des gestes techniques, là, mettons, est-ce qu'il faut être bon avec ses mains, entre guillemets? Je sais que c'est moins quand même technique que la chirurgie, mais tu as parlé d'infiltration, de biopsie. Est-ce que c'est quand même quelque chose du quotidien de faire des procédures, en fait? C'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, mais c'est quelque chose qui s'apprend quand même pendant le stage. Je n'ai pas connaissance d'un cas où est-ce que, disons, il y avait un candidat qui était super bon, super intéressé par la dermato, qui travaillait fort, et puis qu'on ne l'a pas pris parce qu'il n'était pas, parce qu'il était pas bon manuellement. J'ai jamais entendu ça. Alors, ça s'apprend. Puis, dès les stages d'externat, souvent, on vous donne l'occasion d'essayer des biopsies, comme, tu sais, le see one, do one, teach one. Okay, alors, cool. ouais, puis faire des infiltrations. Je pense que, surtout avec un stage de 1 mois, si on a vu, c'est comme si vous en avez vu 1 ou 2 fois, c'est la prochaine fois, le patron, sous supervision, va vous laisser quand même essayer certaines techniques. Alors, peut-être la chose que je pourrais dire, c'est de pratiquer les points de suture. Alors, souvent, les étudiants auront comme des petits kits à la maison. Moi, je pense que j'en avais un pour mon stage de chirurgie. Alors, pratiquer les points, mais sinon, le reste, c'est pas ça qui va... It's not gonna make or break votre candidature. Puis en termes de formation, ça serait quoi la différence entre qu'est-ce qui distingue l'Université de Montréal en résidence en dermato comparé aux autres universités? Il y a quoi de spécial particulièrement? C'est une bonne question. Une chose qui est connue, c'est qu'on est quand même très fort en dermatologie pédiatrique, parce qu'on a quand même Sainte-Justine qui est comme le plus grand centre de pédiatrie universitaire. Puis pendant notre cursus, donc on fait un total de 6 mois, je crois, 5 ou 6 mois de juste dermatologie pédiatrique. Et puis dans d'autres endroits où est-ce qu'ils n'ont peut-être pas accès à comme un centre de référence tertiaire en dermatologie pédiatrique, ce serait un peu moins. Donc ça, c'est une des forces, surtout si quelqu'un a un intérêt pour ça, c'est vraiment une de nos forces. Sinon, les programmes sont quand même variables. Donc, il y a certains programmes qui vont être un peu plus axés sur la recherche. Je sais qu'il y a des programmes où est-ce qu'ils ont, par exemple, des mois de recherche protégés, où est-ce qu'ils font peut-être un peu plus de publications. D'autres où est-ce qu'ils auront, disons, plus de dermatopathologie. Donc, c'est assez variable. Mais je dirais que notre programme, il est quand même bien équilibré. Donc, on fait
assez de tout. Et puis, la façon comment nos évaluations sont structurées, il s'assure de quand même de vérifier que les résidents atteignent tous leurs objectifs. Tu sais, avec les écosses 2 fois par année, les examens, ça peut être stressant sur le coup, mais c'est quand même rassurant, rendu R5, de savoir, OK, j'ai passé tous mes écosses, j'ai passé tous mes examens formatifs. Les chances que je passe pas maintenant mon collège royal sont faibles. Ouais. Alors, c'est ça. Je pense que c'est une des forces de notre programme. Puis est-ce que la dermatopédiatrique, ça t'intéresserait peut-être comme sur-spécialisé dans ça? Ou je sais aussi que ça t'intéressait les dermatoses des peaux foncées. Ouais. Fait qu'il y aura quoi qui t'intéresse beaucoup le plus en dermato? Alors, j'aime toute la dermatologie. Oui. Puis donc, c'est sûr que moi, je veux avoir une pratique de dermatologie générale. Donc, je ne pense pas faire de formation supplémentaire comme un fellowship. Mais oui, comme tu as dit, j'ai quand même un intérêt assez particulier il y a 3 choses qui m'intéressent, disons, un peu plus. Donc, il y a les cheveux, donc tout ce qui est perte de cheveux, les traitements des alopécies et puis la restauration capillaire. La dermatologie ethnique, donc, quand j'étais étudiante en médecine, quand j'ai commencé à avoir mon intérêt en dermato, j'ai commencé à lire là-dessus et puis j'ai vu qu'il y a c'est quand même assez bien documenté que les patients qui ont une peau plus foncée ont tendance à avoir une moins bonne prise en charge en dermatologie, ils ont tendance à avoir comme des moins bons résultats, là, comme des moins bons outcomes, pour des choses aussi banales, banales, mais des choses aussi bénignes que, disons, de l'eczéma. Donc, ils ont tendance à avoir des eczémas plus sévères, plus tendance à être hospitalisés pour leur eczéma, plus long délai dans le diagnostic, allant jusqu'aux conditions malignes comme les cancers de peau. Donc, bien que les cancers de peau soient assez rares chez les patients à peau foncée, souvent quand ils en ont, sont pris en charge à un stade plus tardif, avec un plus haut taux de mortalité. Alors, bref, tout ça, ça m'a un peu interpellée. Et puis, donc, c'est pour ça que je me suis disons, donné comme objectif, comme dans ma future pratique, d'avoir une expertise qui est comme autant bonne en peau foncée que dans toutes les peaux, en fait. Parce que les études ont montré que cette discordance, mais cette inéquité est souvent due à comme un manque de formation. Alors malheureusement, dans les livres, souvent les images sur lesquelles on apprenait, c'était sur des peaux blanches. Il n'y avait pas assez de variété, ce qui fait qu'un dermatologue qui est souvent habitué à voir des patients caucasiens, le jour où est-ce qu'il a un patient à peau noire, il n'a pas cette facilité, cet instinct à faire le diagnostic de quelque chose aussi simple qu'un eczéma. Ça peut prendre plus de temps et puis c'est ça qui fait qu'il peut avoir plus de complications. Alors, donc tout ça pour dire que c'est aussi une partie qui me passionne et qui m'intéresse. Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui est santé globale. Donc, j'ai eu la chance dans mon parcours de faire un stage au Bénin. Donc à Cotonou, au Bénin, où est-ce que c'était comme ma première expérience de dermatologie à l'extérieur du Canada. Et puis, c'était vraiment intéressant de voir comment la pratique peut varier dans un endroit où est-ce qu'il n'y a pas les mêmes ressources qu'ici. Donc, disons, comme pendant 1 mois de stage là-bas, il y a juste eu une seule fois où est-ce qu'on a fait une biopsie. Donc, la plupart des diagnostics, c'est des diagnostics cliniques parce qu'on n'a pas autant de ressources qu'ici. Alors, il y a quand même une certaine expertise en soi à faire ces diagnostics cliniquement. Mais il y a aussi comme un certain besoin de ressources et de collaboration qui pourraient aider à comme améliorer les soins dans ces contextes-là. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais dans le futur de pouvoir comme m'impliquer dans la dermatologie globale. Alors, c'est ça. Donc, j'espère avoir une pratique assez variée. Puis est-ce que tu trouves que de plus en plus, il y a de la recherche pour tout ce qui est comme problème de peau des personnes avec une peau plus foncée? Est-ce que tu trouves que tu as vu une évolution? Je sais que ça fait quand même juste 4 ans, là, mais comme Ouais. est-ce qu'on en parle de plus en plus? C'est-tu plus une meilleure prise en charge, peut-être? Je sais pas. Oui, je pense qu'il y a quand même comme une évolution favorable. Je pense qu'il y a eu comme un moment autour de 2020 où est-ce qu'il y a eu comme une genre de prise de conscience globale des inéquités en santé. Ça inclut la dermatologie, mais il y a aussi d'autres domaines qui sont touchés. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu comme beaucoup de publications qui étaient plus comme des lettres à l'éditeur, des call to action, à plus diversifier les ressources éducatives, à s'assurer que les résidents ont une formation qui touche tout le spectre de couleurs de peau. Puis depuis ce temps-là, comme depuis autour de 2020, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place
place au Canada et aussi aux États-Unis. Donc, par exemple, nos grands livres qu'on utilise pour étudier, il y a eu une révision de ces livres-là où est-ce qu'ils ont essayé de plus représenter différents teints de peau. Dans les congrès, ils essaient de s'assurer qu'il y a une bonne représentativité de différents teints de peau. Et puis, c'est pas seulement les images, mais aussi de savoir que les différents teints de peau peuvent répondre aussi différemment à différents traitements. Donc, de savoir un peu s'il y a des nuances dans les traitements, dans les prises en charge, qu'est-ce qu'il faut être au courant. Et puis, c'est ça, nos associations de dermatologie, donc autant au Canada qu'aux États-Unis, je pense qu'ils ont quand même mis des efforts pour s'assurer que la formation en peau de couleur s'améliore. Puis, il y a même, à Ottawa, il y a même maintenant une clinique de dermatologie ethnique comme dédiée là, aux patients avec une peau foncée qui est comme affiliée à un hôpital universitaire. Donc, c'est quand même un domaine je pense qu'il y a quand même une belle amélioration et puis on s'en va vers du positif de ce côté-là. Puis, en termes de comme, proportion, disons, dans la cohorte des résidents à l'Université de Montréal, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de couleur qui sont dermatos ou c'est vraiment underrepresented, disons? Bien, déjà en médecine, il y a quand même une certaine sous-représentation de certains groupes ethniques. Déjà, la dermatologie est extrêmement contingentée. Là, ils prennent 3 à 4 résidents par année dans le programme. Donc, disons que il n'y a pas une énorme diversité culturelle, mais je pense que ça représente un peu aussi juste le pool de candidats. Mais je vois que les facultés de médecine sont de plus en plus diversifiées. Il y a eu comme certains programmes qui ont été mis en place. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui viennent de différentes origines qui sont intéressés par la dermato. Donc, je pense que ça va continuer à se diversifier de plus en plus. Ouais. OK. Puis tantôt, tu as parlé de comme la dermatopédiatrique et tout ça, mais est-ce que c'est possible d'être genre dermato général ou habituellement les gens vont plus venir se spécialiser en comme dermato-adulte, dermatopède, dermato... Oui, c'est possible d'être juste dermato général. Donc, après les 5 ans de résidence, tu es dermatologue. Et puis, je pense que la plupart des gens s'en arrêtent là et travaillent comme dermatologue. Et puis, tu peux traiter des enfants sans avoir fait un fellowship en dermatologie pédiatrique. Donc, le fellowship, il sert à pouvoir avoir vraiment une expertise, disons, comme de troisième ligne, travailler dans un centre de référence et des fois même avoir comme des cliniques spécialisées. Donc, par exemple, à Sainte-Justine, les dermatologues qui sont là, ils ont vraiment des expertises comme reconnues nationalement et même mondialement, disons, en anomalie vasculaire, par exemple. Donc, c'est ça, c'est une minorité de médecins, de dermatologues qui vont aller faire un fellowship, mais ceux qui le font, c'est pour vraiment comme avoir une expertise comme les dermatologues généralistes vont référer leurs patients à ces dermatologues surspécialisés. Wow. Ouais. Puis, c'est quoi qui distingue particulièrement de la dermatopédiatrique comme celle des adultes? Y a-t-il des cas qui sont plus fréquents ou c'est plus la prise en charge? C'est quoi qui est vraiment différent? Les pathologies sont quand même différentes. Donc, en dermatologie adulte, on a beaucoup d'oncologie, là, des cancers de peau. Ça existe, mais c'est excessivement rare chez l'enfant. Donc, beaucoup de lésions comme congénitales, comme des taches de naissance, parfois des malformations vasculaires, des hémangiomes, donc comme des genres de tumeurs vasculaires, mais qui sont bénignes, qui sont quand même très fréquentes chez l'enfant. L'autre chose très fréquente quand on parle d'enfants, c'est infection. Les enfants qui vont à la garderie, tout ce qui est infection, donc savoir reconnaître les infections courantes et les distinguer des infections sévères. Et puis même les conditions qui peuvent toucher les adultes et les enfants, il y a souvent comme une grande différence dans la présentation et aussi dans le pronostic de ces conditions-là. Alors, c'est quand même très différent. Il y a beaucoup de chevauchements, mais c'est quand même différent, pratiquer la dermatologie qui est juste pédiatrique. Est-ce que vous avez comme un exemple concret de moment vraiment gratifiant, peut-être un patient qui vous a vraiment plus marqué? Oh, ça, c'est une bonne question. On the spot, je ne peux pas penser à un exemple concret, mais je dirais que je pense que tout le monde qui pratique la dermatologie est un peu d'accord qu'il y a comme des choses qu'on voit souvent dans notre pratique qui sont très rewarding, très gratifiantes.
Donc, par exemple, les enfants qui ont des eczémas sévères, souvent, comme j'expliquais souvent, ça va passer par la première ligne, où est-ce qu'on peut essayer des traitements initiaux, mais ça marche pas super bien. Des fois, ils ont vu d'autres professionnels, et puis finalement, quand ils se rendent chez nous, quand on est capable de vraiment soigner leur eczéma et puis ils se grattent plus, ils dorment bien, ils mangent bien, ils font leur nuit, leur peau est belle, c'est quand même quelque chose d'extrêmement gratifiant de comparer l'enfant qu'on a vu avant, quand il s'est présenté, à l'enfant après l'amélioration de sa condition. Et surtout, les parents aussi sont souvent très reconnaissants. Donc, des situations comme ça, ce sont des choses qui arrivent souvent et puis qui nous rendent vraiment heureux dans notre spécialité. Wow. Puis la dermato, on en a parlé tantôt, là, c'est rarement des cas d'urgence de vie ou de mort. Mais est-ce que tu dirais que c'est quand même stressant? Parce que ça reste que c'est beaucoup, on se fie à nos yeux pour faire des diagnostics. Est-ce que tu ressens une espèce de pression ou un certain stress par rapport à ça? Bien, c'est sûr qu'il y a le stress qui est lié un peu parfois à le fait de ne pas avoir la confirmation. Souvent, les patients nous demandent, vous n'avez pas un test que vous pouvez faire, une prise de sang qui peut confirmer, comme en médecine interne, est-ce on veut savoir si quelqu'un est diabétique, on fait une hémoglobine glyquée, puis on a la réponse. C'est pas toujours aussi noir et blanc en dermato. Donc, ouais, surtout quand on est apprenant, il y a comme un stress qui vient avec cette incertitude. Et puis, oui, on a les outils pour nous aider, comme la biopsie cutanée, mais la biopsie non plus, c'est pas toujours tranché noir ou blanc, surtout en dermato. Alors, il y a ce côté-là qui peut nous rendre un peu insécures, mais ce qui est bien, c'est pour ça que moi, je trouve que notre formation, oui, c'est long, 5 ans, c'est très long de formation, mais c'est nécessaire parce que tout au long, on est comme accompagné, on est supervisé. Tu vas pas être R2 et puis être tout seul à prendre une décision sur est-ce que c'est cancéreux, c'est pas cancéreux, ou est-ce que il faut investiguer ou pas. Tu es toujours épaulé, supervisé, puis plus tu progresses. À partir de mi-R4, on a nos cliniques du résident où est-ce qu'on voit nos propres patients, on les prend en charge, on fait nos traitements et puis par la suite, on discute avec un patron, mais c'est pas de la même façon. On est comme un peu, c'est comme on est des mini-patrons. Donc, tout ce cheminement jusqu'au jour où est-ce qu'on finit notre résidence et puis on est finalement autonome. Je pense que tout ça, ça sert à quelque chose de nous aider à gérer cette incertitude, à voir avec nos patrons comment est-ce que vous gérez ça quand vous avez ce genre de situation. Et puis, juste de se rappeler aussi de cas comme maintenant que je suis R4, parfois je me rappelle de cas que j'avais eu quand j'étais R2, puis j'avais comme aucune idée qu'est-ce qui se passait. Puis après quelque chose est arrivé, puis moi j'ai pas trop suivi pourquoi ça a évolué de cette façon-là. Mais maintenant, avec les connaissances que j'ai acquises, avec l'expérience, je me rappelais de ça et puis j'ai comme une meilleure compréhension. Puis quand ça arrive encore, là, je sais mieux quoi faire. Alors, mais c'est ça, c'est quelque chose qui vient avec la spécialité, mais je pense que comme dans toutes les spécialités, c'est avec l'expérience, on s'améliore. Et puis je pense que même quand on est patron, on n'est pas non plus, on n'a pas toutes les connaissances infuses. Et puis je pense qu'ils s'entraident beaucoup. Quand ils ont des doutes, ils se contactent et puis ils peuvent discuter des cas ensemble. Alors c'est comme un apprentissage continu. Puis en parlant de tous les outils que vous utilisez, j'ai pensé, à cause de tout le progrès de la technologie ces jours-ci, est-ce que vous trouvez que l'intelligence artificielle, il y aura comme un impact en dermato? Est-ce que, en général, il y a même juste les innovations technologiques qui se passent de jour à jour? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques que les dermatos utilisent ou... Je sais pas, comment l'intelligence artificielle va impacter votre métier? Bien, pour la question des nouvelles technologies, je pense qu'un exemple pour nous en dermato, c'est la dermoscopie. Alors, je ne sais pas si si vous connaissez un peu, là, mais la dermoscope, c'est vraiment juste comme une petite loupe là, qui nous permet d'agrandir les lésions cutanées, mais ça permet de voir des signes comme au niveau du pigment ou de la vascularisation qui nous oriente plus vers un diagnostic. Souvent, c'est utilisé pour quand on pense à des cancers de peau, il y a des signes qui peuvent nous dire « Ah, ça, c'est plus probable que ce soit un cancer de peau versus que ce soit bénin. » Alors, ça, c'est une technologie qui est apparue dans les dernières, je pense, disons les dernières 20 années, là, je ne suis pas certaine, mais autour de ce temps-là, qui a beaucoup changé la dermatologie.
Et puis l'intelligence artificielle, c'est sûr que ça va avoir un rôle croissant dans tout le système de la santé. Je pense qu'avant, quand on ne connaissait pas trop l'IA, il y avait des gens qui avaient peur que l'intelligence artificielle pouvait remplacer les dermatologues, un peu comme ça pouvait remplacer les radiologistes ou les pathologistes. Mais je pense que maintenant, on sait que ce n'est pas trop le cas, que c'est plus un outil qui pourra aider avec surtout comme le triage de lésions cutanées. Donc, je pense que c'est sûr que c'est pas trop mon expertise, mais je pense que ça pourrait avoir un rôle pour aider, par exemple, un médecin de famille qui voit une tâche chez un patient qui, disons, il n'est pas trop sûr, est-ce que je devrais le référer ou pas, est-ce que c'est bénin ou est-ce que ça pourrait être un cancer. Il pourrait peut-être avoir des outils d'intelligence artificielle qui permettent de trier les lésions qui ont comme appris sur plein de lésions cutanées, puis qui peuvent un peu orienter, OK, ça devrait être référé ou ça peut être plus suivi. Donc, je pense que ça va être un outil qui va nous aider de plus en plus. Ça va faciliter notre quotidien. Et puis, honnêtement, j'ai hâte d'avoir comme plus de technologie, d'avoir plus de technologie pour nous aider en dermatologie. Puis, le dermoscope, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que c'est quand même, genre, utilisé à grandeur? Est-ce que pas mal tous les centres en ont ou c'est plutôt rare? C'est quand même utilisé. Okay. Donc, c'est vraiment quelque chose de portatif là, que chaque dermatologue a. Je pense que peut-être qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était pas tous qui en avaient, mais comme maintenant, quand on commence notre résidence, tout le monde reçoit un dermoscope, disons, dès notre R2. Alors, oui, c'est quelque chose qui est assez accessible et qui aide quand même dans certaines situations spécifiques, qui aide avec le diagnostic. Cool. Donc, ouais. Puis, est-ce que il y a d'autres outils technologiques qui vont utiliser autre que le dermoscope que avant ça n'existait pas, puis là, quand tu as commencé durant ta résidence, ça a commencé à apparaître, puis là, maintenant, c'est un outil que vous utilisez souvent? Dans notre centre, pas encore, mais je suis comme au courant des technologies qui existent ailleurs. Par exemple, surtout en Europe, je sais que maintenant, eux, ils font comme ils appellent ça comme full body mole mapping. C'est comme tu rentres dans un gros appareil. C'est pour les patients qui ont plein de grains de beauté puis qui veulent savoir s'il y en a un qui est cancéreux. Wow. Donc, ils rentrent dans un appareil puis c'est comme une caméra qui scanne tous leurs grains de beauté, qui va faire comme un schéma de tous leurs grains de beauté, parfois avec les images dermoscopiques. Et puis, il y aura comme une technologie d'intelligence artificielle qui va dire OK, celui-là devrait être biopsié. Et puis, quand il revient, disons, à chaque année pour son examen, au lieu que ce soit le dermatologue qui regarde chacun de ses grains de beauté, c'est la grosse caméra qui fait ça puis qui compare s'il y a une évolution sur chaque année. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais en Belgique. Je pense qu'il y en a quelques-unes au Canada, mais ce n'est pas un service qui est comme remboursé par l'assurance, vu que c'est un peu... c'est pas trop comme la façon comment on pratique la dermatologie au Canada. Donc, je ne sais pas si ça va un jour être adopté de façon plus générale, mais c'est quelque chose qui existe. Cool. Ouais. C'est ce qui terminerait, en fait, notre épisode aujourd'hui. Okay. Merci, c'était vraiment... j'ai appris plein d'affaires, honnêtement, là, que je pensais vraiment pas que c'était ça, la dermato, là. Oui, merci beaucoup d'être venu et d'avoir offert votre temps. Merci de m'avoir invitée. Puis ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Puis si ça peut aider des étudiants qui sont intéressés par la dermato, tant mieux. Merci. Puis merci pour votre bravo pour votre initiative de faire ce podcast. Je pense que c'est vraiment une belle initiative. Merci. Puis on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode.